Mesdames et messieurs, j'invite donc Monsieur Michel Ongundu Lunda qui va donc nous donner un aperçu de la situation actuelle. C'est quelqu'un qui est en prise avec la réalité gabonaise. Et donc, cher Michel, je vous donne la parole. Le Gabon, ce pays d'Afrique centrale qui est au centre de l'actualité depuis environ un mois. Que se passe-t-il au Gabon en réalité? Nous sommes allés à une élection présidentielle, c'était le 27 août dernier. Une élection qui pour une fois s'est déroulée sous l'œil de plusieurs dizaines d'observateurs internationaux, africains notamment et européens. La présence de ces observateurs a donné l'illusion à la population, aux citoyens gabonais, de la possibilité d'aller à une élection transparente et crédible. Mais il se trouve, et vous l'avez certainement suivi, parce que les informations ont été abondamment relayées par les médias, il se trouve que l'élection du 27 août 2009 malheureusement s'est déroulée comme les précédentes, c'est-à-dire celle de 1993, celle de 1998, celle de 2005 et celle de 2009. J'ai pris cette date de référence parce que le Gabon est resté pendant près de 25 ans sous le régime du monopartisme jusqu'en 90. Et c'est en 90 que le Gabon est revenu au pluralisme politique. Et à la suite de cela, la première élection pluraliste s'est déroulée en 93. Et les principaux acteurs, c'est la famille Bongo et l'opposition. Et depuis 1993, ce sont les Bongo qui gagnent les élections présidentielles au Gabon. Je disais que nous avions espéré que celle de 2016 serait différente, mais nous n'étions pas naïfs non plus. Nous savions que les choses allaient être compliquées. D'ailleurs, pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité politique gabonaise, avant l'élection présidentielle, l'opposition était sur deux logiques. Il y avait la logique de ceux qui disaient « les choses ne vont pas changer par les urnes, on ne chasse pas un dictateur par les urnes, il faut soit la rue, soit trouver des mécanismes pour se débarrasser du pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de la famille Bongo qui est en place depuis 1967. Et il y avait l'autre logique, dont le chef de file était et est toujours M. Jean Ping, qui disait qui voulait qu'on privilégie la voie légale, celle des élections, en dépit des doutes et des craintes que l'on pouvait nourrir. À l'arrivée, c'est cette voie, c'est cette logique qui a triomphé. Parce que, au bout du compte, nos compatriotes qui étaient pour la première solution, qui étaient pour la première hypothèse, celle de ne pas aller aux élections, mais de se débarrasser de la famille Bongo, du pouvoir Bongo, par d'autres moyens, ces compatriotes ont fini par nous rejoindre. Et c'est ainsi que 2 semaines environ, ou 10 jours exactement avant la date du scrutin, les principaux opposants se sont ralliés à une candidature unique, celle de M. Jean Ping. Ce qui, dans l'opinion, a donné encore un peu plus d'espoir aux populations, en se disant, si l'opposition est réunie derrière un seul candidat, il n'est pas possible que l'opposition ne gagne pas cette élection. Et c'est ce qui s'est passé. Le 27 août, les Gabonais sont allés aux élections de manière massive et de manière tout aussi massive, ils ont voté pour M. Jean Ping, qui avait eu l'intelligence pendant 2 ans et demi de parcourir le pays. Il a parcouru le Gabon dans tous ces villages, tous les quartiers, tous les départements.
Ce qui a permis aux Gabonais de connaître qui était l'homme et de créer un véritable lien de sympathie avec le candidat Jean Ping. C'est donc tout à fait naturellement que dans leur grande majorité, les Gabonais ont voté pour M. Ping le 27 août. Mais en face de M. Ping, il y avait Ali Bongo et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les réseaux, à la fois les réseaux d'affaires, les réseaux politiques. C'est ainsi que, contre toute attente et en dépit de tout bon sens, le 31 août, la commission électorale déclare M. Ali Bongo vainqueur avec une avance d'un peu moins de 6 000 voix. Évidemment, dès que les résultats ont été prononcés, ont été annoncés, le pays s'est embrasé. Quand je dis le pays, c'est-à-dire les Gabonais de l'intérieur et les Gabonais de la diaspora. Ça a été un mouvement spontané. Contrairement à ce que la propagande du pouvoir veut dire en prétextant que c'était préparé. De toutes les façons, même si c'était préparé, un citoyen ne descend pas dans la rue s'il n'a pas de raison de le faire. Or là, en l'occurrence, il n'y avait aucune conspiration. C'est des Gabonais spontanément qui sont descendus dans la rue et dans tout le pays. Dans tout le pays. Ça a été le cas des Gabonais de la diaspora. La première marche a eu lieu quelques heures après la proclamation des résultats. Elle s'est déroulée à quelques kilomètres du quartier général de campagne de M. Jean Ping, mais très rapidement, cette marche à laquelle j'ai pris part a été réprimée par la police, mais de manière violente. Le soir, tout à l'heure, quand Sylvie de Boisfleury prendra la parole, elle donnera des détails. Le soir du 31 août, alors que nous étions repliés au QG de campagne de M. Ping, l'armée, notamment la garde républicaine, a donné l'assaut au QG de campagne de M. Jean Ping, avec un hélicoptère, à l'intérieur duquel se trouvaient des officiers gabonais et un officier français, et avec des troupes à pied. C'était un véritable massacre. Je ne voudrais pas faire de la surenchère ici, mais ceux qui ont pu voir les images ont été choqués. Et après, c'était l'escalade, les arrestations arbitraires, les disparitions. On traquait les opposants et les citoyens jusque dans leur domicile. Donc, le prétexte que le gouvernement prend de casseurs, d'atteinte à l'ordre public, est une véritable plaisanterie, si en l'occurrence on peut parler de plaisanterie. Parce que les gens étaient traqués jusque dans leur domicile. Personnellement, me sentant en insécurité, j'ai voulu quitter le Gabon, j'en ai été empêché. J'ai dû passer par un pays voisin pour me retrouver en Europe. Les amis qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas voulu, parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu, qui ont dit nous restons dans notre pays. Les amis qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu voyager, pour la plupart sont en prison ou sont portés disparus. Voilà en gros, en quelques lignes, la tragédie qui est en train de se jouer au Gabon à huis clos. À huis clos parce que le pouvoir a décidé de couper le Gabon du monde extérieur en coupant Internet, en coupant les SMS, en ne laissant que les appels téléphoniques et encore. À ce jour, on déplore des dizaines et des dizaines de morts, de disparus, de blessés. Je reste vague parce que le pouvoir d'Ali Bongo a mis en place une machine qui est d'un cynisme mais effrayant. Il y a des personnes qui ont été assassinées et dont on a prélevé les corps. Donc il nous est impossible aujourd'hui
de dire combien de personnes ont véritablement été tuées à Libreville et à Port-Gentil. Les journalistes, certains de vos confrères, qui ont essayé de recouper les informations, se sont retrouvés face à une chape de plomb. À Libreville, nous disposons de 3 maisons de pompes funèbres. Une seule a accepté, malgré elle, de communiquer les chiffres. Mais la plus grande maison de pompes funèbres, qui se trouve être la propriété de la tante d'Ali Bongo, a complètement fermé ses portes aux journalistes et aux acteurs de la société civile. La 3e maison de pompes funèbres, qui est dirigée par un Africain non originaire du Gabon, joue la prudence parce qu'elle sait ce qui peut se passer. D'après les dernières informations que nous avons eues, des corps ont été déportés de nuit, plusieurs dizaines de corps déportés de nuit, et enterrés dans une fosse commune qui se trouverait sur une réserve du côté de Wangawongue. L'endroit s'appellerait même le Trou Noir. Donc, si vous voulez, voilà rapidement la situation au Gabon.